L'Afrique voit émerger le commerce illégal des médicaments de la rue. Illégal parce que la fabrication ou l'importation, la détention ou la distribution et la vente de ces médicaments ne sont conformes à aucune norme pharmaceutique. En Côte d'Ivoire, les médicaments de la rue sont commercialisés au vu et au su de tout le monde. D'aucuns parlent même de l'existence de filières d'approvisionnement des médicaments assez souvent falsifiés. Dr Charles Bouguifo est avec nous. Vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci d'être. Je suis tout heureux d'être avec vous également pour parler de ce sujet. Le Maroc a accueilli en février dernier les deuxièmes assises nationales du médicament et des produits de santé avec une thématique cruciale pour le continent. Comment lutter contre la contrefaçon des médicaments en Afrique? La thématique restera toujours d'actualité. On regarde l'élément et on revient sur le plateau. La santé du continent africain. Les faux médicaments seraient responsables chaque année de milliers de morts à l'échelle du continent africain. Et pour y faire face, l'urgence est d'adopter une meilleure politique de contrôle et d'accès aux médicaments pour tous. Dans le but de rendre disponible le médicament, d'encourager la baisse des prix, d'encourager le générique aussi, de donner ce droit à l'accès aux médicaments qui est un droit à la santé, un droit constitutionnel, on ne peut pas ne pas s'occuper de la question de la qualité et de l'efficacité des produits pharmaceutiques, des médicaments et des produits de santé. La contrefaçon des produits pharmaceutiques, une problématique que partagent tous les pays africains. Pour cette ministre de la Santé, la consolidation des efforts de lutte est plus que nécessaire. Lorsque les ministres de la Santé se seront appropriés totalement la lutte contre ce fléau, il faudrait que nos chefs d'État également se l'approprient, comme on le fait aujourd'hui avec le problème de l'immigration. Il faudrait que la vente des faux médicaments, la falsification des médicaments, aujourd'hui puisse être portée par nos présidents. Pour son homologue sénégalais, la lutte contre les médicaments falsifiés mérite une meilleure concertation. Consolider sa position de œuvre. Le médicament doit être un combat concerté. Cela doit être un combat de tous les systèmes de santé. Cela doit être un combat effectivement de tous les systèmes, au-delà même du système de santé, de tous les systèmes douaniers, de tous les systèmes de police, de tous les systèmes, j'allais dire, au plan international. C'est vraiment l'affaire de tout le monde. Lors de cette rencontre, la résolution de Rabat sur la lutte contre les faux médicaments en Afrique a été signée par l'ensemble des ministres du continent et l'Organisation mondiale de la santé. Elle devrait ainsi permettre un meilleur contrôle et une bonne gestion des produits pharmaceutiques en Afrique. La rencontre a proposé aux pays africains l'adoption d'une loi type pénalisant la contrefaçon des médicaments et des produits de santé sur le continent. Et selon vous, qu'est-ce qu'un médicament contrefait? Alors, si vous voulez parler de médicaments contrefaits, pour rester dans cette logique de définition bien précise, un médicament contrefait, c'est un médicament pour lequel, je dirais, les éléments qui sont des personnes, des structures qui ne respectent pas, je dirais, le droit, qui n'ont pas le droit de fabriquer ces médicaments, vont essayer de proposer des médicaments qui soient ressemblants. C'est-à-dire que en termes de packaging, ça peut être le même emballage. Même en termes de blister, les comprimés vont se ressembler. Mais forcément, lorsque vous voulez faire un bon médicament, tout ce qui rentre comme principe actif, comme excipient, c'est-à-dire ce qui permet de fabriquer le médicament, sont bien sélectionnés, bien choisis. Et c'est ce qui définit le coût du médicament. À partir du moment où vous prendrez des substances qui sont moins filtrées, moins importantes, moins chères sur le marché pour faire les médicaments, forcément, le médicament que vous allez proposer sera un médicament contrefait, donc meilleur marché. Et par voie de conséquence, lorsque vous respectez même la mise en place des principes actifs, c'est-à-dire la dose, au moins celui-là pourra soigner. Dans la plupart des cas, c'est plutôt des médicaments qui sont soit sous-dosés, dans certains cas qui n'ont même pas de principe actif. Et souvent pire, ce sont des médicaments dont les excipients peuvent être parfois toxiques pour l'organisme. C'est ce qui a pu expliquer, par exemple, dans un pays comme le Nigeria en 2009, où 87 enfants sont morts pour avoir uniquement utilisé un sirop pour, je dirais, gérer des aspects buccaux, c'est-à-dire gingivales. Donc, c'est vrai que les médicaments contrefaits sont un grand danger pour la population. Alors, que pensez-vous de la loi type préconisée par ces ministres qui se sont retrouvés à Rabat pour ces assises, une loi type qui doit pénaliser la contrefaçon? Êtes-vous d'accord? Ah oui, non, moi, je pense que ça, c'est
c'est déjà une évolution majeure dans le cadre de notre continent, parce qu'il faut savoir que déjà dans les pays européens a été mise en place ce qu'on appelle la Convention Médicrime, qui est une convention qui justement pénalise tout ce qui est vente de médicaments falsifiés, contrefaits, et donc qui permet justement d'avoir des... le fait de criminaliser permet à la fois d'avoir des sanctions adéquates, parce que lorsqu'on parle des médicaments de la rue, malheureusement des médicaments contrefaits, on a tendance à oublier que c'est des médicaments qui ont des actions sur la santé de nos populations, et donc qui sont à l'origine de morts d'hommes. Donc à partir du moment où il y a mort d'hommes, il n'y a pas de raison que les sanctions ne soient pas à la hauteur, je dirais, de ces dangers de la population. Mais ensuite, les sanctions aussi pécuniaires doivent être tout aussi importantes, dans la mesure où vous savez que c'est un marché qui sollicite beaucoup, qui permet de gagner beaucoup d'argent, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on reconnaît qu'il devient beaucoup plus lucratif que faire du commerce de la drogue. Alors vous imaginez que de ce point de vue, il faut qu'on puisse à la fois tous ensemble se serrer les coudes pour mener un combat vraiment important à l'échelle donc du continent contre, je dirais, ces usurpateurs de la santé de nos populations. Docteur, dans vos propos, vous avez parlé des médicaments de la rue. C'est vrai qu'il y a amalgame. Les gens parlent des médicaments, de faux médicaments, des médicaments de la rue. Le médicament qui est issu de la rue, est-il forcément faux? Non, alors c'est vrai qu'il faut bien situer le contexte qui est celui africain qui est particulier. Lorsque vous allez dans certains pays, un peu comme les pays maghrébins, ou bien vous allez en Europe, il n'existe pas de médicaments de la rue. Vous allez vous promener, vous allez en France, vous allez au Danemark, vous allez en Allemagne, vous ne verrez pas de médicaments dans la rue. Les médicaments suivent un circuit légal, officiel, et donc ils sont mis à la disposition au niveau du secteur pharmaceutique ou au niveau des différents, je dirais, pharmacies à usage intérieur, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux. Donc le circuit est bien huilé, bien indiqué, et il n'y a pas de risque de trouver les médicaments de la rue. En retour, justement, ce sont les contrefacteurs qui, eux, vont essayer de voir comment trouver des médicaments qui soient aussi ressemblants pour pouvoir rentrer dans le circuit légal. Alors que chez nous, vous avez à la fois les médicaments contrefaits, mais à la fois des médicaments qu'on trouve dans le secteur, je dirais, officiel, le secteur légal. Il faut juste rappeler que nos grossistes importateurs, lorsqu'ils importent des médicaments, peuvent se retrouver avec leur conteneur à moitié vide. Donc les médicaments ont été, je dirais, frauduleusement enlevés. Pourtant, lorsque le conteneur arrive dans leurs locaux, il y a des plombs sur le conteneur, c'est-à-dire que les gens sont très spécialistes. Donc on retrouve à la fois des bons médicaments, des mauvais médicaments, des médicaments contrefaits, des médicaments falsifiés. Maintenant, on pourrait se dire qu'à partir du moment où on peut trouver des bons médicaments, ça peut être admis comme pouvant soigner, je dirais, les patients. Je voulais juste rappeler quand même que dans certaines saisies que nous avons faites, il faut rappeler que c'est un milieu dont le seul intérêt, c'est un intérêt pécunier. Lorsqu'on parle d'intérêt pécunier, ce sont des médicaments qui seront vendus, quelles que soient les dates de péremption. Nous avons pu, lors de certaines descentes, nous rendre compte qu'il y avait des étiquettes déjà pré-remplies pour donner des dates de péremption à certains médicaments qui auraient dû être sortis du circuit depuis plusieurs années. Donc, on vend des médicaments périmés, et donc c'est vraiment un vrai danger pour la population que d'aller, je dirais, nous reviendrons même au cours de cette émission par rapport aux conséquences. Tout à fait. Tout à l'heure, vous disiez qu'en Europe, le système est bien huilé. Apparemment, en Côte d'Ivoire, ça ne l'est pas. Parce que quand on parle des médicaments de la rue, dans la sous-région, on pense automatiquement à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alors, on pense à la Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. Il faut déjà rappeler que dans le cadre de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est le plus gros marché pharmaceutique. Il correspond environ à 40% du secteur pharmaceutique en général. Donc, lorsqu'on parle du plus gros marché, c'est forcément l'endroit où on devrait pouvoir faire beaucoup plus d'argent. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième élément, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a suivi plusieurs époques difficiles sur le plan économique. On a commencé entre les années 80-90, parce que juste rappeler qu'avant la période du feu Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, les soins étaient gratuits en Côte d'Ivoire. Donc à partir des années 90, avec l'ajustement structurel, il a été question de commencer à payer pour pouvoir se faire soigner. C'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à
à apparaître sur le marché ivoirien les médicaments dits de la rue, avec à l'époque, on parlait des médicaments jaunes et rouges tout paille. Ensuite, les événements qui ont suivi en Côte d'Ivoire, des années 99, 2002, 2004, 2011, ont fait que les frontières de la Côte d'Ivoire sont devenues poreuses. Donc, ça a été un milieu qui était... D'abord, vous vous souvenez, la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Donc, toutes les frontières ont permis une rentrée massive de ces médicaments de la rue, des développements de ce secteur, et donc qui est arrivé à un stade où aujourd'hui c'est vraiment inquiétant en termes de proportions, parce que aussi bien l'OMS que de l'OAS, on admet aujourd'hui que ça correspond à près un peu plus de 30% en termes d'activité économique du secteur pharmaceutique dans son ensemble. Docteur, quand on part à Djamé, on voit une pharmacie à ciel ouvert. Des fois même, on indexe, donc on dit même plutôt il y a une certaine complicité des professionnels de la santé. Qu'en est-il exactement? Parce que ces femmes ne peuvent pas s'approvisionner comme ça. Il y a une chaîne quand même. Oui, non, mais c'est ce que je disais déjà. Il y a une chaîne sur le plan international. Juste pour rappeler que souvent, pour certaines saisies qui ont été faites, il y a pas mal de médicaments qui sont en provenance de la Guinée. Ça, c'est pour ça que je parlais de porosité des frontières. Il y a aussi la frontière avec le Ghana qui permet la rentrée de certains produits en provenance parfois du Nigeria et du Ghana, mais pas des structures officielles, bien sûr, des structures de contrefacteurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des spécialistes de la contrefaçon dans ces pays voisins, donc qui cherchent à pouvoir approvisionner la Côte d'Ivoire. Maintenant, en interne, comme je disais tantôt, entre les braquages des officines de pharmacie, il faut savoir que lorsque aujourd'hui une pharmacie est braquée, ce n'est plus le contenu de la caisse qui intéresse les braqueurs, c'est surtout les médicaments, puisqu'il y a la possibilité de pouvoir le revendre au niveau de la rue, puisque la rue, comme vous dites, est un marché ouvert et elle demande ces médicaments pour pouvoir les vendre. À partir du moment où vous les avez volés, vous êtes prêt à les brader et puis ça permet d'avoir un peu plus d'argent. Il faut savoir aussi que dans le contexte aussi bien des grossistes répartiteurs que de certains secteurs, je dirais, soit officinal ou bien du circuit du médicament, vous avez des personnes qui y travaillent et qui parfois peuvent être à l'origine des coulages. Et puis c'est vrai qu'on a eu une année à saisir un pharmacien qui a été radié parce que responsable d'approvisionnement du marché de la rue. Donc c'est vous dire que, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ce qui est certain, l'essentiel de ces médicaments viennent de toutes parts. Et l'élément le plus inquiétant au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en plus des frontières, c'est de pouvoir démanteler en interne des structures illicites de fabrication de médicaments. Et ça, par contre, sur le sol ivoirien, et ça, c'est encore plus inquiétant. Nous allons venir tout à l'heure par rapport aux conséquences de ces médicaments. Nous allons tout de suite regarder cet élément qui a été réalisé au marché d'Adjamé, ici à Abidjan, à Roxy, un endroit où on appelle ça, on surnomme ça même, pharmacie à ciel ouvert. Nous regardons et nous reviendrons sur le plateau. C'est ici, au grand marché d'Adjamé, dans cet espace appelé Roxy, que se trouve la plus grande pharmacie à ciel ouvert de l'Afrique. À notre vue, les vendeuses prennent la fuite. Selon les professionnels de la santé ivoiriens, il y aurait au moins 30% de faux médicaments dans les rues d'Abidjan. Si les vendeuses refusent de se prononcer par crainte de représailles, les consommateurs, quant à eux, évoquent des questions de moyens financiers. Moi, je ne paye pas. Mais au moins, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens pour payer. Qui n'ont pas les moyens pour aller à la pharmacie. Mais au moins, si tu as 100 francs, bien 200, tu peux acheter ça facilement. Ces produits, dont le conditionnement laisse à désirer, sont exposés au soleil et les vendeuses jouxtent parfois des tas d'immondices, des médicaments qui nuisent à la santé, des produits qui tuent. Moi, je ne les achète pas. Parce que souvent, les médicaments de la rue, c'est les médicaments qui sont toujours sous le soleil. On ne sait pas. Souvent, c'est périmé, on ne sait pas, on paye. Et puis maintenant, quand tu payes, tu les prends. Après, il y a les effets secondaires. La vente de médicaments de la rue a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Selon les autorités, le phénomène fait perdre annuellement 50 milliards de francs CFA au secteur. Des mesures importantes ont déjà été prises par l'État de Côte d'Ivoire pour démanteler les réseaux.
40 tonnes de faux médicaments avaient été saisies en mai dernier dans les marchés de Roxy à Adjamé, des produits saisis et incinérés, mais qui continuent de nuire au bien-être de la population ivoirienne. Docteur, quel sentiment vous anime quand vous voyez cet élément, Adjamé, surnommé pharmacie à ciel ouvert? Alors, je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment le poignard dans le cœur quand on parle de Roxy, parce que pour moi, c'est vraiment la plus grosse tache noire dans la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je dis ça parce que je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une référence sur le plan international lorsqu'on parle du marché de la mort Roxy. Donc, je ne pense pas que ce soit une belle image de notre pays à l'étranger. J'aime bien dire que à l'époque, je préfère qu'on parle de la rue Princesse, où on sait que quand on va à Yopougon, rue Princesse, c'est vraiment pour se distraire, c'est une belle image à l'extérieur. Donc pour moi, Roxy doit être un engagement pour toute la profession pharmaceutique, pour l'État de Côte d'Ivoire, pour que cet élément-là, en tant que symbole, ne puisse plus exister. Parce que comme je dis, à partir du moment où ces personnes peuvent avoir l'impression qu'elles peuvent vendre des médicaments à la population. C'est vrai que lorsque de temps en temps des descentes sont faites, elles perdent de l'argent, mais comme je vous dis, si on fait une descente sur un trimestre ou bien sur chaque 6 mois, il faut savoir que les pertes engendrées ne sont pas suffisantes pour, je dirais, permettre à ces structures-là de disparaître. Il faut une action en termes de répression qui soit constante, continue, pour que ce marché-là puisse disparaître une bonne fois pour toutes. J'aime de ce point de vue prendre l'exemple, par exemple, du Bénin, où il y a le marché d'Antopa, où l'État béninois a décidé que ce marché ne sera plus un marché à ciel ouvert de médicaments. Et des mesures ont été prises au jour d'aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on n'a plus de médicaments au marché d'Antopa. Donc ça veut dire que c'est possible. Il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire, on ne puisse pas le faire aussi. Et pourtant, à Adjamé, il y a des descentes qui sont opérées assez souvent. Je me rappelle même, au lendemain de ce reportage, il y avait eu une descente. Mais après, les femmes reviennent toujours, ce qui veut dire qu'il y a une absence de suivi quelque part. Oui, c'est ce que je dis. Je veux dire qu'à partir du moment où on ne met pas en place, je dirais, un plan stratégique défini, régulier dans le temps, de telle sorte que ce soit régulier au point où, je dirais, ces vendeurs se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rester ici parce que s'ils sont ici, ils vont perdre énormément d'argent. Je pense que ce sera un symbole fort pour la lutte contre, je dirais, les médicaments de la rue en Côte d'Ivoire. D'aucuns diraient que c'est vrai que le marché de Roxy n'est pas le seul. Oui, malheureusement, dans le contexte actuel, pratiquement tous les marchés ont leur petit Roxy, si on peut dire ça ainsi. Mais je pense que Roxy reste un symbole qu'il faut frapper pour qu'on puisse, j'ai envie de dire, marquer la volonté de notre pays à aller contre ces médicaments de la rue. Bon. Je rajouterai aussi que c'est vrai que de plus en plus des efforts sont faits en termes de... Il faut savoir que des lois ont été votées. Déjà, la loi... Nous allons revenir dans ça, même avec les différentes opérations qui ont eu lieu avec l'opération Porc-Épic. Alors, quel est l'impact de ces médicaments sur l'activité du secteur pharmaceutique? Alors, c'est vrai que quand on parle de l'impact, vous avez dit dans votre reportage, on considère que c'est environ entre 50 milliards, je dirais entre 50 et 80 milliards d'activités économiques de ce secteur. C'est à la fois une incidence aussi bien sur l'industrie de fabrication locale, hein, parce que notre structure de ce point de vue reste assez peu importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fabrique à peine 6 à 7% de besoins en termes de médicaments. Si déjà cette structure qui n'est pas hyper développée se voit concurrencée par les médicaments de la rue, ça ne peut pas permettre, je dirais, qu'elle puisse se développer davantage. C'est également aussi, quelque part, freiner aussi d'autres investisseurs dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, parce que si les médicaments de la rue est là et se développent, ça peut justement inquiéter, je dirais, ces investisseurs. Mais en plus de ça, il faut rappeler que c'est vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, lorsqu'on fait le point je dirais, des charges sociales et celles
et la fiscalité que pourrait tirer du secteur pharmaceutique l'État de Côte d'Ivoire. C'est une perte de l'État de Côte d'Ivoire qui peut se chiffrer entre 12 et 20 milliards par an. Donc j'ai envie de dire que sur le plan économique, c'est une perte à la fois pour le secteur pharmaceutique que pour l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Nous allons certainement développer des pistes de solutions après cet élément dans le cadre de la 20e Assemblée générale de l'ACAME qui a eu lieu dans notre capitale. Quelques solutions ont été proposées. Je vous invite à regarder cet élément avec Nicolas Baudry, président de la société Fijiflif, et Jean-Claude Deka, le secrétaire général de la centrale d'achat. Ils sont au micro d'Ange Tizier. Nous avons imaginé un système de marquage des produits très sensibles comme les antipaludéens, les antirétroviraux, les antituberculeux, l'oncologie, sur lequel la centrale, après avoir analysé les médicaments et fait tous les contrôles, peut étiqueter avec des étiquettes inarrachables NFC chaque boîte de médicaments que le patient pourra contrôler uniquement avec son smartphone. Il passe le smartphone devant la boîte et il a un certificat d'authenticité du produit et donc par là même, il est certain que le produit est bien authentique et n'est pas un produit falsifié. Ça lutte automatiquement contre les circuits parallèles qui ne pourront pas prouver leur authenticité. Ce qui se passe pour les médicaments de la rue, ça relève vraiment de l'autorité nationale qui doit sanctionner, qui doit suivre et qui doit, en principe, veiller sur les entrées des médicaments dans les territoires et arriver à dénicher tout ce qu'il y a comme mauvais comportement en cette matière. Donc, nous faisons notre travail en ce qui concerne les approvisionnements, mais les DPM, donc les directions de pharmacie et médicaments, doivent aussi jouer leur rôle. Il n'y a pas que les DPM qui doivent jouer ce rôle de veiller sur les médicaments, la circulation des médicaments de qualité dans les pays, mais aussi les autres ministères. Il y a le ministère de la Défense comme le ministère de l'Intérieur où nous avons la police parce qu'il s'agit des matières parfois criminelles. Docteur, pensez-vous aujourd'hui que le système sanitaire ivoirien est bien organisé pour faire face aujourd'hui? Alors, je pourrais dire que bien organisé, oui, il reste organisé, mais c'est vrai que le phénomène a pris des ampleurs telles que seul le système sanitaire tout seul ne pourrait pas faire face à lutter contre les médicaments de l'heure. Je dirais c'est une lutte qui doit se jouer à l'échelle, je dirais, d'abord nationale et sous-régionale, pour ne pas dire continentale. Juste pour rappeler quand même, comme a dit dans votre reportage Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, elle a voulu que ce soit porté par le chef de l'État. Ça traduit un peu, je dirais, l'importance de ce phénomène dans notre pays. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est peut-être certes outillé pour mettre à la disposition des populations dans les circuits légaux de bons médicaments. Et dans le reportage que vous venez de nous montrer, la notion de pouvoir s'assurer que le médicament qu'on vient d'acheter est un bon médicament est une avancée intéressante. Mais il faudrait encore que le patient, le malade, veuille déjà, parce que dans ce cas de figure, c'est plutôt intéressant lorsque vous êtes dans le circuit légal. Alors, ce dont on parle, c'est dans le circuit illégal. Et donc, ce n'est pas le patient qui ira acheter dans les médicaments de la rue qui cherchera à savoir si le médicament qu'il a acheté est un bon médicament. Parce qu'a priori, si vous voulez ne serait-ce que limiter les possibilités de pouvoir vous approvisionner en médicaments qui ne soient pas bons, déjà allez dans le circuit légal et ensuite dans le circuit légal, vous assurez que ce médicament est un bon médicament. Pour faire face, l'Ordre des pharmaciens que vous dirigez avait préconisé la mise en place de la CMU, la couverture maladie universelle. Pensez-vous que cela pourra endiguer le phénomène ou bien le fléau même? Alors juste pour rappeler que c'est vrai que nous avons contribué, mais la couverture maladie universelle est une volonté du chef de l'État, donc qui en a fait sa priorité et nous sommes partie prenante de cette couverture maladie universelle qui, de notre point de vue, viendra régler une partie de ce phénomène des médicaments de la rue, dans la mesure où les populations qui pourront
bénéficier de cette couverture maladie universelle n'auront pas à, je dirais, à payer. Je parle de la population indigente, des indigents, auront à se faire soigner sans avoir à débourser. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, forcément, ça aura un impact sur les médicaments de la rue. Mais lorsqu'on reste aussi quand même dans le cadre du tiers payant, bon, je pense que c'est une politique qui va devoir permettre, je dirais, le soin à toute la population, mais il va falloir, parallèlement à ça, continuer de mener une lutte acharnée contre les médicaments de la rue si on veut que justement ce phénomène pour mener puisse cette disparaître. lutte acharnée, certainement il faut que les gens aussi aient un pouvoir d'achat. Et ce n'est pas le cas très souvent, à part la mise en place ou bien l'effectivité de la CMU. Et qu'est-ce que vous préconisez pour mettre fin à cela? Alors c'est vrai que lorsqu'on parle du pouvoir d'achat des populations, parfois j'ai toujours un petit sourire au coin des lèvres parce que c'est assez curieux comme quoi la population peut être capable, pour vous donner des chiffres comparatifs, lorsqu'on parle de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, il faut savoir que ça représente un peu plus de 1000 milliards de francs CFA. Le secteur pharmaceutique, lui, tourne autour de 350 milliards de francs CFA. Juste pour vous dire que la population est capable, uniquement pour faire allô, dépenser de l'argent, mais pour ses soins, pense que c'est quelque chose qui doit être du ressort, je dirais, un peu de l'État. C'est plus difficile pour l'individu de sortir de l'argent pour se soigner tant qu'il n'est pas... Donc c'est une question de volonté. D'abord une question de volonté, une question de mentalité, mais ensuite dire, et par rapport à certains... à ce que j'ai pu voir sur votre reportage filmé, c'est que on taxe très souvent les officines d'être chères. Je pense que ça, c'est une fausse approche. Je tiens à rappeler quand même que, justement, depuis l'avènement de la dévaluation en 1994, une politique a été mise en place pour... C'est vrai, docteur, donc nous sommes à court de temps. C'est un sujet vraiment passionnant. Nous aurons l'occasion d'en parler une prochaine fois. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Médiane TV. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission, le Talk Afrique, consacré à la santé.